Salut les amis. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Mon fils a failli mourir parce que je pensais qu'il simulait sa douleur par jalousie envers sa sœur, et maintenant j'ai peur qu'il me coupe de sa vie. » J'ai 48 ans, je suis une mère célibataire de 2 adolescents, Maya, 18 ans, et Jordan, 17 ans. Maya a des problèmes de santé chronique depuis qu'elle est enfant. Rien qu'il est envoyé en soins intensifs ou cloué au lit pendant des mois, Dieu merci, mais c'est constant. Des sinusites qui se transforment en bronchite, une fatigue presque invalidante, des troubles gastro-intestinaux qui s'aggravent quand elle est stressée. Nous avons vu plus de spécialistes que je ne pourrais en compter, ORL, allergologue, même un rhumatologue une fois. Certaines périodes sont calmes, mais d'autres, comme en ce moment, sont très difficiles. Elle est en terminale et anxieuse à propos de la remise des diplômes, des candidatures à l'université et, plus généralement, du passage à la prochaine étape de sa vie. Sa santé a tendance à se détériorer pendant les périodes de fort stress, et cet automne n'a pas fait exception. Nous avons eu au moins 4 rendez-vous médicaux au cours des 6 dernières semaines. Je gère tout, ses ordonnances, les aménagements scolaires, les suivis chez les spécialistes. C'est presque un deuxième travail. Et pour être clair, je ne me plains pas, j'aime ma fille et je ferai toujours tout ce que je peux pour elle, mais c'est la réalité. Maintenant, parlons de Jordan. C'est un garçon formidable, très intelligent et plus indépendant que Maya. Il est en avant-dernière année, mais il a déjà accumulé des crédits grâce aux cours avancés et aux cours d'été. Il y a environ un mois, nous avons appris qu'il était en bonne voie pour obtenir son diplôme plus tôt que prévu. J'étais ravi et je lui ai dit à quel point j'étais fier de lui, mais il a juste haussé les épaules. Avec le recul, son humeur a un peu changé après ça. Il a toujours été plus réservé que Maya, mais là, c'était différent. Il a commencé à sauter des repas que je cuisinais et qu'il adorait d'habitude. Il me parlait à peine, sauf quand c'était nécessaire, et il était généralement irritable. Au début, j'ai mis ça sur le compte du fait de terminer l'école plus tôt ou de se sentir mal à l'aise à l'idée de finir avant ses amis. Mais au fond de moi, j'ai toujours craint qu'il ressente du ressentiment face au temps et à l'énergie que je consacre à Maya. Et si je suis brutalement honnête avec moi-même, probablement que oui. J'ai essayé de lui réserver du temps rien que pour lui, des soirées cinéma, le laisser choisir le dîner quand Maya n'est pas là. Mais on ne peut pas nier que la santé de Maya passe souvent en priorité. Cela a parfois signifié rater ses matchs pour aller aux urgences avec elle ou reporter son rendez-vous chez le dentiste 3 fois parce que Maya faisait une rechute. Je déteste ça, mais ça a été la réalité pendant des années. Nous avons traversé des périodes difficiles, surtout quand il avait 14 et 15 ans. Il y a eu une nuit où il a explosé. Il a dit qu'il était invisible dans cette maison à moins d'être malade ou d'avoir des notes parfaites. Il a crié que je ne faisais attention à lui que quand j'avais besoin de quelque chose. J'ai pleuré après cette dispute. Il s'est refermé sur lui-même et m'a à peine parlé pendant une semaine. Depuis, j'ai essayé d'être plus intentionnel avec lui, mais peut-être que ce passé m'a fait supposer le pire quand la situation récente s'est produite. Quoi qu'il en soit, la semaine dernière, je devais emmener Maya chez l'ORL pour une nouvelle série d'examens. Elle se plaignait de pression et de maux de tête depuis quelques jours. Ce n'était pas une urgence, mais c'était le genre de choses qui, si on attend trop, se transforment en infection secondaire ou pire. Nous avions un rendez-vous en milieu de matinée et je comptais aller directement au travail après. Pendant que nous étions dans la salle d'attente, l'école a appelé. C'était l'infirmière scolaire, Jordan s'était présenté à l'infirmerie en se plaignant de douleurs abdominales aiguës. Elle a dit qu'il était pâle et inconfortable, mais encore debout et cohérent. Je lui ai demandé si ça semblait urgent. Elle a répondu que ce n'était pas une urgence immédiate, mais qu'il souhaitait qu'on vienne le chercher. Je lui ai dit que j'étais à un rendez-vous chez un spécialiste avec Maya et que je ne pouvais pas partir tout de suite, mais de me tenir informé. Quelques minutes plus tard, Jordan m'a appelé lui-même. Il avait l'air agacé, sec, comme s'il retenait sa colère. Il a dit « Tu ne pouvais vraiment pas venir me chercher ?» Il a ajouté que ça faisait mal et que j'étais toujours avec Maya. J'avoue que je me suis mise sur la défensive et que j'ai supposé le pire. Son comportement récent me semblait être une recherche d'attention, quitter la pièce au milieu d'une phrase quand je lui demandais comment se passait l'école, me faire la tête pour des broutilles, ce genre de choses. Alors j'ai dit quelque chose comme « Jordan, je suis avec ta sœur en ce moment. Si c'est juste pour sécher un cours, ça peut attendre. » Il s'est énervé et a répondu quelque chose comme « Si c'était Maya, tu serais déjà là. » Ça m'a touché en plein cœur. J'ai répliqué sèchement « Avec la façon dont tu te comportes ces derniers temps, tu peux m'en vouloir de penser que c'est encore une de tes sautes d'humeur ?» Il m'a raccroché au nez. Après le rendez-vous, je ne suis pas allé le chercher. Je me suis dit que si c'était grave, l'école me le ferait savoir. Maya avait besoin de se reposer, alors je l'ai déposée à la maison et je suis allé travailler, en me disant que je vérifierais comment allait Jordan plus tard, en rentrant. Ce soir-là, je suis rentré vers 18h et j'ai appelé les enfants pour le dîner. Maya est descendue et m'a dit qu'elle n'avait pas vu Jordan depuis son retour. J'ai supposé qu'il était enfermé dans sa chambre. Ce n'est pas inhabituel, après l'école, il se coupe souvent du monde pour jouer ou regarder YouTube. Mais comme il ne répondait pas à mon deuxième appel, je suis monté vérifier. J'ai ouvert la porte et je l'ai vu allongé sur le lit, pâle et en sueur. La couverture à moitié retirée,
et il avait l'air de ne pas avoir bougé depuis des heures. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point j'avais mal jugé la situation. Il brûlait de fièvre. Je lui ai posé une question, je ne me souviens plus laquelle, mais il a à peine répondu, marmonnant quelque chose avant de tourner la tête. J'ai touché son bras, il était froid et moite. J'ai paniqué, j'ai demandé à Maya de prendre mon sac, et nous sommes allés directement aux urgences. À partir de là, tout est allé très vite. Le médecin n'a pas perdu de temps et nous a dit qu'il s'agissait d'une appendicite aiguë. Elle était sur le point de se rompre, il fallait une opération d'urgence. La culpabilité m'a frappé de plein fouet. Le chirurgien a dit que nous avions eu de la chance, quelques heures de plus, et nous aurions pu faire face à une septicémie. Je suis resté assise dans la salle d'attente à repasser chaque décision que j'avais prise ce jour-là, chaque supposition. Chaque fois où, ces dernières semaines, j'avais mis son attitude sur le compte du « drame d'ado ». Après l'opération, quand on m'a laissé le voir, il n'a presque rien dit. Il a simplement détourné le visage quand j'ai essayé de lui parler. Maya était assise dans un coin, silencieuse, l'air effrayé. Je voyais bien qu'elle se sentait mal aussi. Même si rien de tout cela n'était de sa faute. Au cours des jours suivants à l'hôpital, je suis resté avec lui, je lui ai apporté à manger, je l'ai aidé à aller aux toilettes, j'ai essayé de discuter. Il répondait brièvement et me regardait à peine. L'infirmière lui a demandé s'il voulait ajouter un autre contact d'urgence, juste au cas où, et je jure qu'il a hésité. Je me suis excusé plus d'une fois. Je lui ai dit que j'avais eu tort, que je n'aurais pas dû supposer quoi que ce soit, que j'avais laissé ma frustration et mon stress m'empêcher de le croire. Il n'a pas contesté, il n'a pas dit grand-chose. Il a simplement hoché faiblement la tête, comme s'il était trop fatigué pour se battre. À la maison, les choses ne sont pas revenues à la normale. Il parle à peine, et presque pas avec moi. Il dit merci quand je lui apporte à manger, mais rien de plus. Il guérit physiquement, mais émotionnellement, il y a maintenant un mur qui n'existait pas avant. J'ai essayé de lui proposer d'aller faire un tour en voiture, juste tous les deux, pendant le week-end. Il a dit qu'il était fatigué, alors j'ai laissé tomber. Je ne veux pas le brusquer, mais je ne veux pas non plus que cette distance devienne permanente. Maya prend aussi de ses nouvelles. Elle lui a préparé son petit déjeuner préféré l'autre jour et l'a laissé devant sa porte. Il lui a envoyé un message pour la remercier, ce qui est plus que ce qu'il m'a dit ces derniers temps. Le pire, c'est de savoir qu'il n'avait pas tort dans ce qu'il a dit au téléphone ce jour-là. Si ça avait été Maya qui avait appelé l'infirmière en se plaignant de douleur et en ayant l'air pâle, je n'aurais pas attendu, je n'aurais pas eu besoin d'un deuxième appel, j'aurais déjà été dans la voiture. J'aimerais croire que j'aurais pris la même décision, peu importe lequel de mes enfants c'était. Mais je ne l'ai pas fait, et Jordan le sait. C'est de là que vient ce profond silence, pas de la douleur, ni même de l'opération, mais de la trahison. Il avait confiance que je prendrais soin de lui, et je ne l'ai pas fait. J'ai essayé de me justifier, j'étais déjà à un rendez-vous, je ne savais pas à quel point c'était grave, je pensais qu'il faisait une crise, mais tout sonne creux quand je le dis à voix haute. Les faits sont simples, mon fils traversait une urgence médicale et je ne l'ai pas pris au sérieux jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Il y a quelques jours, il m'a demandé s'il pouvait prendre son ordinateur dans sa chambre pour travailler sur les démarches de son diplôme anticipé. J'ai dit oui, et il m'a remercié sans me regarder. Je lui ai demandé s'il voulait toujours obtenir son diplôme plus tôt. Il m'a répondu « Est-ce que tu te soucies vraiment de ce qui m'arrive ?» Ça m'a fait plus mal que je ne veux l'admettre. J'essaie de réparer les choses, mais je ne sais même pas si je m'y prends correctement. J'ai pris rendez-vous pour une séance de thérapie familiale. Il n'a pas dit s'il viendrait. Maya a dit oui. J'imagine qu'au minimum, m'entendre reconnaître mon échec devant un tiers aura peut-être un sens. Le problème, c'est que je ne l'ai pas ignoré par cruauté, je pensais sincèrement que ce n'était pas grave. J'ai tout mal interprété. Son silence, sa distance, même l'appel de l'infirmière. Je suis tellement habitué à gérer les crises de Maya que je n'ai même pas pris le temps d'envisager que Jordan puisse en vivre une. Je fonctionne en pilote automatique depuis des années, rendez-vous médicaux, pharmacie, assurance, réunions scolaires. Je n'ai pas vu ce qui était juste devant moi. Et maintenant, je me demande s'il existe un moyen d'arranger les choses avec lui avant qu'il ne soit trop tard. Il a 17 ans, dans moins d'un an, il pourrait partir, et ce pourrait être ce qu'il emporterait avec lui. Je repense sans cesse à quelque chose qu'il a dit quand il avait 15 ans. Lors d'une de nos disputes, il m'a dit « Je sais que je dois avoir des notes parfaites ou être en train de saigner pour que tu me remarques. » À l'époque, je pensais qu'il exagérait, mais était-ce vraiment le cas? Ou est-ce que j'étais réellement le trou du cul? Commentaire, YTA, et sévèrement. Tu savais déjà que Jordan se sentait mis de côté. Tu l'as même reconnu dans ton message, et pourtant tu es allé confirmer qu'il avait raison au moment le plus important. Tu ne t'es pas contenté de douter de lui, tu l'as traité comme un gosse capricieux. Il avait une appendicite et tu lui as dit de prendre sur lui parce que tu pensais qu'il cherchait de l'attention. Si c'est ça ta vision de l'éducation, alors oui, pas étonnant qu'il se ferme. Tu dis que la santé de Maya passe en priorité, mais la sienne pouvait attendre pendant que ton fils vivait une véritable urgence et que tu l'as balayé d'un revers de main. L'école a dû t'appeler plusieurs fois. Si l'opération s'était mal passée, qu'est-ce que tu te serais dit? Assume,
tu as merdé, et arrête de faire semblant que tes enfants sont sur un pied d'égalité. Tu as montré à Jordan exactement quelle est sa place. Tu as besoin d'entendre ça, YTA. Jordan n'est pas dramatique, il a vécu dans l'ombre de Maya pendant des années. Tu le traites comme s'il était jetable à moins qu'il ne saigne ou qu'il ait des notes parfaites, et maintenant il en a assez. Ce qui m'énerve le plus, c'est la façon dont tu as essayé de présenter ça comme un simple malentendu raisonnable. Ça ne l'était pas, il était gravement malade et tu ne l'as pas cru. La seule raison pour laquelle il est en vie, c'est que tu as fini par l'emmener à l'hôpital à temps, quand c'est devenu pratique pour toi. C'est comme ça que commencent les ruptures familiales. Et si c'est ton schéma, le rabaisser, supposer le pire, jouer au médecin avec un enfant en héros, ne sois pas surpris s'il part et ne se retourne jamais. J'ai vu cette histoire chez des amis. Ça finit par des numéros bloqués et des mariages manqués. Tu ferais mieux de réparer ça, parce que là, tu n'es pas seulement YTA, tu es un exemple à ne pas suivre. YTA. Et pas pour une erreur isolée, mais pour quelque chose de chronique et émotionnellement destructeur. Tu dis que tu as corrigé le tir dès que tu as compris que c'était grave. Il y a une chose que personne n'a dite, ou du moins que je n'ai pas lu dans les commentaires, et ça concerne Maya. On dirait que ta fille est peut-être hypocondriaque et que tu encourages ça en tant que mère. On a l'impression que tu exagères tous ses problèmes, ou alors qu'elle a réellement des urgences médicales. Combien de fois a-t-elle été hospitalisée pour quelque chose de vraiment grave? Selon moi, tu dramatises clairement les problèmes de ta fille tout en voyant les problèmes sérieux de ton fils comme insignifiants. Mise à jour 1. Je ne sais pas si je dois remercier tous ceux qui ont commenté mon post, parce qu'ils ont été plus durs que je ne l'imaginais. Je me blâme pour ce qui est arrivé, mais je pense que n'importe qui à ma place aurait fait la même erreur. Je suis seul face au monde avec 2 enfants, et évidemment que je vais échouer à un moment donné. Ce n'est pas comme si je voulais voir mon fils dans cette situation, j'essayais simplement de gérer une urgence, et une autre est apparue sans même que je sache ce que c'était. J'ai passé les derniers jours à relire les réponses. Certaines m'ont fait pleurer. D'autres m'ont mis en colère au début, mais elles m'ont toutes poussé à réfléchir. Je comprends maintenant, vraiment. Je n'ai pas seulement fait une erreur, j'ai pris une décision basée sur un schéma de négligence envers un enfant tout en me concentrant excessivement sur l'autre. Beaucoup ont souligné que j'avais priorisé l'existence de Maya au détriment de celle de Jordan. C'est dur à entendre, mais je le vois maintenant et je veux réparer ça avant qu'il ne soit trop tard. Laissez-moi clarifier une chose d'abord. Maya n'a rien demandé de tout cela. Elle souffre d'une combinaison de maladies chroniques, un asthme léger, une sinusite chronique et, récemment, une fibromyalgie diagnostiquée. Elle fonctionne la plupart du temps, mais quand elle s'effondre, c'est brutal. C'est comme ça depuis qu'elle a 8 ans. Il y a eu des passages aux urgences, des cures de corticoïdes, des semaines d'absence à l'école. J'ai dû surveiller ses symptômes, me battre avec les assurances, gérer les aménagements scolaires. Cette peur constante que quelque chose tourne mal avec Maya a dirigé ma façon d'être parent pendant très longtemps. Je n'ai pas réalisé à quel point cela m'absorbait jusqu'au moment où j'étais assise au chevet de Jordan à l'hôpital, à regarder les machines bipées à côté de lui, et à comprendre que j'avais été tellement concentré sur le fait d'empêcher un enfant de se briser que je n'avais pas vu l'autre s'effondrer. Certains ont demandé si Jordan et Maya avaient une mauvaise relation. Étonnamment, non. Jordan ne reproche rien à sa sœur, il n'a jamais déversé sa frustration sur elle. Quand elle est venue lui rendre visite à l'hôpital, il lui a tenu la main. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle lui a préparé une soupe sans que je dise quoi que ce soit. J'ai demandé à Maya en privé si elle se sentait coupable de tout ça, elle a dit non. Juste effrayée et triste que je ne l'ai pas vu plus tôt. Ils sont toujours proches. Ce n'est pas une rivalité fraternelle, heureusement, c'est simplement un problème entre mon fils et moi. Jordan est resté silencieux, mais pas avec de la colère. Il est blessé de cette manière silencieuse et fatigué qui me dit qu'il ne veut pas se battre. Il n'attend juste plus rien de moi. C'est ça qui me brise le cœur. Après avoir lu les réponses, j'ai fait asseoir Jordan et je lui ai tout dit. Sans justification, sans défense, je lui ai dit, j'ai échoué, je pensais prendre la bonne décision et ce n'était pas le cas. Et le fait que je n'ai même pas remis ma décision en question avant qu'un médecin me dise que ton appendice était sur le point d'éclater, c'est de ma responsabilité. Tu méritais mieux. Je l'ai félicité à nouveau pour son diplôme anticipé. Je lui ai dit à quel point je suis fier de lui, pas seulement pour ses notes, mais parce qu'il a tenu bon sans réclamer mon attention, même quand il en avait le plus besoin. Je me suis aussi excusé pour des années à l'avoir fait se sentir invisible, pas seulement pour ce qui s'est passé cette fois-ci. J'ai échoué de 1000 petites façons, encore et encore, minimiser ses maux de tête, oublier ses rendez-vous chez le dentiste, traiter ses besoins émotionnels comme moins prioritaires. Il n'a pas dit grand-chose, juste merci de dire ça, mais il m'a laissé rester assise avec lui un moment. C'était plus que ce que j'avais obtenu auparavant. Dimanche, j'ai emmené Maya et Jordan à la côte pour toute la journée. Nous avons déjeuné, marché, regardé les vagues. Ce n'était pas une solution miracle, mais je pense que ça a compté. Jordan a souri un peu, et Maya et lui étaient contents de passer du temps ensemble en tant que frères et sœurs. Ça m'a fait du bien. Nous avons parlé non seulement d'école et de santé, mais aussi de choses au hasard. De musique, de l'université, de l'endroit où ils se voient dans 5 ans.
Je sais que je ne peux pas effacer ce qui s'est passé, mais je peux arrêter de faire comme si ce n'était pas grave. Ça l'était, et j'ai cessé de me convaincre du contraire. Pour clarifier une autre chose, Maya est légalement adulte, certains l'ont souligné. Oui, techniquement, elle aurait pu aller seule à ce rendez-vous, mais ce n'est pas comme ça que nous avons fonctionné pendant des années. J'ai toujours été là, je ne voyais pas ça comme une option. C'est une partie du problème, je n'ai pas desserré les rênes même quand je le pouvais. Et c'est pour ça que je n'étais pas là où j'aurais dû être pour Jordan. Certaines personnes ont dit que Jordan pourrait couper les ponts quand il partira. Je ne vais pas mentir, cette idée me terrifie. Je ne veux pas que notre relation soit quelque chose dont ils doivent se remettre. Je veux faire partie de sa vie quand il quittera la maison. Je veux rencontrer son ou sa future partenaire, voir ses enfants un jour, être quelqu'un qu'il appelle quand quelque chose de bien ou de mal lui arrive. Mais je comprends maintenant que je dois gagner cette place, et ne pas la considérer comme acquise simplement parce que je suis sa mère. Il y a aussi eu des commentaires qui ont dépassé les bornes. Quelqu'un m'a traité de sorcière et a dit que je méritais de perdre mes enfants. Ça n'aide pas, vous ne connaissez pas toute ma vie. Je fais ça seul depuis 13 ans. Pas de famille à proximité, pas de partenaire, pas de pause. Je ne dis pas que ça excuse quoi que ce soit, mais je ne pense pas que cette cruauté soit nécessaire pour faire passer un message. Aux autres, ceux qui ont été directs mais justes, merci, j'avais besoin de ce réveil. J'avais besoin d'entendre ces mots pour essayer de réparer avant qu'il ne soit trop tard. Ces paroles constructives avaient bien plus de valeur que les insultes. Alors maintenant je demande, que puis-je faire d'autre à partir d'ici? Je sais que j'ai fait un pas, mais je ne veux pas m'arrêter à des excuses et à une journée à la plage. Je suis déjà en train de chercher un thérapeute familial. J'ai commencé à prendre des nouvelles de Jordan chaque jour, pas pour l'étouffer, mais pour lui montrer que je suis présente. Je lui ai demandé de me dire quand je me tromperai encore, parce que ça arrivera probablement. Mais je veux m'en rendre compte plus tôt. Avec Maya, j'essaie aussi de lui donner plus d'indépendance dans la gestion de sa santé. Elle a 18 ans, elle peut prendre ses rendez-vous et gérer ses médicaments elle-même. Je serai toujours là, mais je dois arrêter d'utiliser sa santé comme une excuse pour ignorer tout le reste. Honnêtement, je pensais faire de mon mieux, mais penser ça ne veut pas dire que je faisais les choses correctement pour mes 2 enfants. Maintenant je le vois, j'ai négligé mon fils, et c'est quelque chose avec lequel je vais devoir vivre. Mais j'essaie de faire mieux avant qu'il ne soit trop tard. Je ne veux pas perdre mon fils, je ne veux pas qu'il soit un étranger dans 5 ans. Alors, si vous avez été dans cette situation, en tant que parent ou enfant, qu'est-ce qui a aidé à reconstruire la confiance? Que puis-je faire pour lui montrer que le changement est réel? Commentaire, j'apprécie la mise à jour et le fait que tu assumes ta responsabilité, mais ne te fais pas d'illusions en pensant qu'une journée à la plage et des excuses peuvent réparer des années de déséquilibre. Jordan ne déteste peut-être pas Maya, mais il est clair qu'il ne te fait plus confiance. Tu dois voir ça comme une réparation sur le long terme, pas comme un pansement rapide. Chaque petite chose que tu feras désormais devra lui montrer qu'il compte autant que Maya, pas quand Maya va bien, pas quand c'est pratique, mais tous les jours. Et aussi, tu dis que tu essaies de donner plus d'indépendance à Maya, mais ton langage reste centré sur elle. Elle a 18 ans, prends du recul. Laisse-la gérer sa santé comme n'importe quel adulte. Sinon, attends-toi simplement à répéter le cycle. Contente que tu essaies, mais n'attends pas encore de reconnaissance, prouve-le par la constance. Tu prends les bonnes mesures maintenant. Mais une chose à laquelle tu dois faire très attention, c'est la culpabilité performative. Ton fils n'a pas besoin de grands discours ni de sorties familiales soigneusement planifiées, il a besoin de sentir qu'il n'est pas un citoyen de seconde zone dans sa propre maison. Les excuses, c'est bien, mais ce sont tes actions à partir de maintenant qui comptent. Donne-lui la même énergie émotionnelle que tu donnes à Maya quand elle va mal, demande-lui comment s'est passée sa journée, assieds-toi avec lui sans avoir besoin de parler du problème, c'est ça, la preuve. Et surtout, ne laisse pas ça devenir un autre cycle où Maya tombe malade et où toute l'attention retourne vers elle. Mets en place des systèmes dès maintenant pour ne pas l'oublier la prochaine fois qu'elle fera une rechute. Sinon, cette mise à jour ne sera que des mots. Bravo pour avoir assumé, mais tu es encore trop centré sur ce que toi tu ressens. Tu dis que tu es terrifié à l'idée que Jordan coupe les ponts, mais ça concerne ta peur à toi, pas sa douleur à lui. Cette peur ne devrait pas être ton moteur. Ton fils mérite des efforts même s'il ne t'offre jamais de clôture émotionnelle ou de pardon. À mon avis, tu n'as pas encore vraiment fait le déclic et tu dis simplement ce que nous voulons entendre pour que les gens arrêtent de t'attaquer comme dans le premier post. Peut-être que je suis parano, mais j'ai lu suffisamment d'histoires de ce genre pour reconnaître quand quelqu'un ne dit pas toute la vérité et revient quelques mois plus tard avec quelque chose de crucial opportunément omis. Mise à jour 2. Je reviens parce que je suis désespéré. Mon fils est parti à l'université et m'a bloqué partout. Il a seulement attendu que je l'aide à signer ses prêts étudiants. Mais une fois installé là-bas, il m'a complètement coupé de sa vie. Je ne peux rien faire, parce que tant qu'il paie chaque mois et qu'il en assume la responsabilité, ce n'est pas comme si je pouvais retirer quoi que ce soit. Il avait juste besoin d'un co-signataire, et je l'ai été. Ce qui me fait le plus mal, c'est que j'ai essayé de réparer notre relation ces derniers temps comme vous l'aviez conseillé, mais il s'est servi de moi pour obtenir la signature, puis m'a abandonné.
Je sais que vous pouvez dire que je n'ai pas été la meilleure mère pour lui ces dernières années, mais faire quelque chose comme ça me paraît excessif alors que j'essayais vraiment de suivre vos conseils et de devenir une meilleure mère pour lui. J'ai été là pour lui, je me suis davantage intéressé à ce qui le concernait, et j'avais même prévu de le conduire à l'université ce jour-là. J'ai essayé d'être plus présente en tant que mère pour lui, mais je n'allais pas non plus arrêter d'être une mère pour ma fille. Ce matin-là, je comptais l'emmener à l'université puisque, contrairement à ma fille, il partait étudier loin de la maison, mais j'ai dû emmener Maya en urgence. Elle avait de la fièvre les jours précédents, et ce matin-là, elle n'arrêtait pas de tousser. Je ne voulais pas que ma fille traverse la même chose que lui lors de son urgence médicale. Je lui ai donc simplement dit que j'allais l'emmener à l'hôpital tôt le matin, puis que nous ferions le trajet dans l'après-midi. Je pensais que c'était un bon compromis, puisque cela ne retardait les choses que de quelques heures, il n'y avait rien de dramatique à ça. Mais quand nous sommes rentrés de l'hôpital, il était déjà parti. Et quand j'ai essayé de le contacter, il m'avait déjà bloqué. Maintenant, il ne parle plus qu'à sa sœur, ce qui est la seule façon pour moi de savoir qu'il va bien et que rien ne lui est arrivé. Cependant, je suis revenu à la case départ, voire pire. Parce qu'il a maintenant quitté la maison et ne veut même plus avoir de relation avec moi. Commentaire, es-tu idiote ou est-ce que tu es tombé sur la tête quand tu étais enfant? Tu répètes exactement le même schéma encore et encore. Je ne sais pas pourquoi tu demandes des conseils si tu fais toujours la même chose et que tu te plains ensuite que ton fils ne veuille plus de toi. Eh bien, ton fils n'a aucune raison de te vouloir dans sa vie, tu es une mauvaise mère, et je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, ce n'était pas une urgence si tu es rentré le même jour. Il est probable que ce soit encore une de tes exagérations, ou peut-être que ta fille a exagéré pour gâcher ce moment pour son frère. Cependant, et c'est mon deuxième point, je ne le pense pas, puisque tu dis qu'elle est toujours en contact avec lui. Donc ici, la seule personne horrible qui mérite d'être abandonnée par ses enfants, c'est toi, puisque tu sembles avoir exagéré tout ça sans raison. Ton fils en a clairement assez de tes excuses et de ton favoritisme, et il a choisi la meilleure voie pour lui. Message de la fille. Je poste ceci parce que mon frère a vu sur YouTube un endroit où il passe beaucoup de temps, certains posts de notre mère. Ils sont anciens, mais ce n'est qu'avec sa dernière mise à jour qu'ils sont devenus viraux, et c'est ainsi que nous les avons découverts. C'est étrange que nous ne sachions pas que notre mère postait tout cela depuis longtemps, même si c'est surtout terrifiant de voir sa propre mère écrire ce genre de choses, en particulier ce qu'elle a écrit. Je pense que ces publications sont devenues virales parce qu'elle a reçu énormément de haine pour la dernière qu'elle a faite, bien plus que pour les précédentes. Mon frère pourrait écrire ce message, mais je sais qu'il ne veut même pas penser à notre mère après tout ce qui s'est passé, en partie ce que notre mère a raconté, et en partie ce qu'elle n'a pas raconté. Alors je vais commencer. Je serai ce que vous appelez ici, l'enfant préféré. Pas parce que je l'ai demandé, pas parce que je le voulais, et je dirais même que je l'ai détesté toute ma vie. Mais c'est ainsi que ma mère m'a traité depuis la mort de notre père. La raison, c'est que lorsque j'avais 8 ans, je suis tombé dans la rivière où nous passions la journée en famille, et je ne savais pas nager. Mon père ne nageait pas très bien non plus, mais il a sauté à l'eau pour me sauver et il s'est noyé. Il n'y avait pas beaucoup de monde autour, et certains ont même sauté à l'eau pour essayer de le secourir, mais au final, il est mort après avoir été emporté par le courant. Sans lui, je n'écrirais pas ceci aujourd'hui. À cause de l'hypothermie et de l'eau que j'avais avalée, je suis tombé malade et j'ai été hospitalisé quelques jours après l'accident, mais je n'ai jamais vraiment été malade après ça. En revanche, ma mère a développé un trouble après avoir vu son mari mourir, et elle me l'a ensuite transmis. C'est pour cela que nous nous sommes sentis désolés pour elle, mais elle n'a jamais été capable de se faire aider, jusqu'au jour où mon frère a quitté la maison et a refusé de lui parler à nouveau. À la fin, on peut compatir avec quelqu'un pendant un certain temps, mais s'il refuse toute aide, on finit par perdre une partie de cette sensibilité. Donc toute ma vie, elle m'a traité de façon spéciale, m'a emmené chez des spécialistes et a essayé de trouver une maladie que je n'ai pas. Jusqu'au jour où j'ai grandi et commencé à refuser, parce que même moi, je savais que je n'avais rien. Le jour où mon frère a subi une opération en urgence, elle était chez un spécialiste, mais sans moi. Elle avait pris un rendez-vous pour montrer tous mes examens, qui prouvent que je n'ai rien, afin d'obtenir un deuxième avis. Si vous pensez qu'elle est folle, ses enfants le pensent aussi. Maintenant, nous comprenons pourquoi elle a montré de légers changements après cette urgence. Nous pensions que le fait de voir qu'elle avait failli perdre mon frère l'avait fait réfléchir, mais non, c'était simplement parce que vous l'aviez tous traité de mauvaise mère. Des changements qui n'ont duré que très peu de temps, parce que sa folie ne s'est jamais arrêtée. Jusqu'au jour où elle était censée aider mon frère à déménager. Nous avions tout emballé et prévu le trajet. Mais plus tôt, elle m'a dit qu'elle voulait lui acheter un cadeau pour commencer sa nouvelle vie et m'a demandé de l'accompagner. Cependant, c'était juste un piège pour m'emmener à un rendez-vous médical qu'elle avait programmé. Ce n'était pas nouveau, elle avait déjà essayé. Quand nous sommes revenus du rendez-vous, auquel j'ai refusé d'entrer, mon frère avait déjà demandé à un ami avec une voiture de l'emmener. Je ne lui en veux pas, ma mère a utilisé ce jour-là pour me piéger et m'emmener à un rendez-vous médical dont je n'avais pas besoin. Après ça, mon frère a dû couper les ponts avec notre mère, ce que je comprends. Et ensuite,
J'ai quitté la maison après avoir trouvé un travail grâce à l'ami de mon frère et un logement à moi. Ma mère refuse de se faire aider et il n'y a plus personne d'autre pour le faire à notre place. Nous sommes les seuls, mais elle refuse de nous écouter. Nous avons donc pris cette décision. Je ne sais pas si c'est une mise à jour de trop par rapport à l'histoire que notre mère a commencée, mais je voulais clarifier certaines choses, parce que je déteste la façon dont elle utilise des maladies qu'elle invente dans sa tête pour justifier son comportement.